Vous écoutez Europe 1, il est 8h19. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabbach, vous recevez ce matin le secrétaire d'État en charge des transports, Alain Vidalies, au cœur de l'actualité après la tentative d'attentat dans le Thalys. Messieurs, c'est à vous. D'ailleurs, comme nous, des millions de Français sont en train de rentrer, le plus souvent en train et en provenance de toute l'Europe, et l'inquiétude gagne. Merci d'être avec nous. Bienvenue Alain Vidalies. Pour leur sécurité, qu'est-ce que vous allez renforcer concrètement ? Concrètement, nous allons continuer à renforcer les mesures de sécurité. Ça veut dire être très présent avec des moyens humains, militaires, policiers, notamment sur ce qu'on appelle le contrôle aléatoire des bagages. C'est-à-dire le contrôle aléatoire renforcer, ça veut dire qu'il y a des personnels spécialisés qui peuvent venir dire « Monsieur, vous ouvrez votre sac et s'il y a un doute, vous ne pouvez pas monter dans le train ». C'est ces mesures-là qui sont aujourd'hui les plus efficaces. Mais à quel signe un passager devient-il un suspect ? C'est un travail de policier, c'est un travail de formation que les gens connaissent, et c'est probablement aujourd'hui l'une des mesures les plus efficaces. Elle existe déjà, nous allons la renforcer en liaison avec la SNCF. Donc défouille aléatoire et discriminatoire, comme disait tout à l'heure un invité spécialisé. Vous savez, chaque fois qu'on parle de fouille aléatoire, il y a quelqu'un qui dit oui, mais ça risque d'être discriminatoire. Eh bien, écoutez, moi je préfère qu'on discrimine effectivement pour être efficace, plutôt que de rester spectateur. Et le patron de la SNCF, Guillaume Pays, parlait de contrôle et de visualisation des bagages. Oui, le contrôle et la visualisation des bagages, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire effectivement avoir une vigilance permanente sur la question des bagages, qui est l'une des mesures les plus efficaces en matière de sécurité sur les trains. Mais pourtant, quand il est monté à bord, El Ghazani, il avait sa valise, son sac, sa Kalachnikov, qu'il a remarqué personne. Il est monté dans le train, d'abord, il est monté dans le train apparemment à Bruxelles, mais effectivement, il y a aussi la question de la vigilance citoyenne. Nous sommes dans une situation, c'est 2 milliards de voyageurs par an sur l'ensemble des trains, du réseau de métro. Par rapport aux avions, c'est combien par an ? Les avions, c'est 140 millions, c'est 20 fois plus dans les trains, ce qui montre bien qu'un certain nombre de solutions qui paraissent comme ça évidentes ne sont pas transposables. Donc jamais de portique dans les gares ? Pas jamais de portique, ça peut se faire d'une manière précise, ponctuelle, éventuellement sur certains trains, ce que font par exemple les Espagnols, mais il n'y a aucun pays aujourd'hui en Europe qui a le même système transposé de l'aérien vers le ferroviaire. Et puis ça coûterait un argent fou, je suppose, pour transformer les gares. Oui, je pense que ça demanderait probablement plusieurs années. Est-ce qu'avec Manuel Valls, Bernard Cazeneuve, Jean-Yves Le Drian, vous préparez aussi des mesures qui sont encore confidentielles ? Mais il y a toujours un travail sur ces questions-là. Depuis le moment où le président de la République et le Premier ministre ont annoncé le plan Vigipirate, nous sommes aujourd'hui avec un système qui est le plus important qui ait jamais été mis en place en France. 30 000 fonctionnaires de police, militaires sont aujourd'hui sur les lieux. 5 000 lieux qui sont protégés. Et principalement les gares, nous avons une vigilance, chacun le voit. Mais vous nous dites bien qu'une gare ne peut être jamais traitée comme un aéroport. Mais une gare ne peut pas être traitée comme un aéroport, mais ça veut dire justement qu'il faut ces mesures spécifiques, et chacun le voit aujourd'hui, la présence des militaires et des policiers. Oui, vous dites le numéro 1 vert de vigilance citoyenne, ça c'est le mot à la mode, va fonctionner à partir du 1er septembre. Oui. Ce sera le numéro 3117. Donc on peut penser que des dénonciations vont se multiplier contre, et Thomas le disait tout à l'heure, les visages basanés, colorés, les barbus. Comment éviter les délits de faciès, monsieur Vidalies ? Vous savez, il ne faut pas rester, si j'ose dire, l'arme au pied dans cette affaire. Effectivement, quand on parle du contrôle des bagages, on dit « ah oui, mais ça risque d'être discriminatoire ». Quand on parle des appels qui sont le résultat de la vigilance citoyenne, on dit « mais attention, il va y avoir des débordements ». C'est vrai, mais justement, il faut des professionnels, c'est le travail des militaires, c'est le travail des policiers, c'est le travail de ceux qui seront justement à l'écoute au 31-17, et ils savent le faire. Mais imaginez quand même la situation. Vous êtes aujourd'hui dans un train... quand il vous arrive un problème de santé, vous savez qu'on fait le SAMU, c'est le 15, ou les pompiers, c'est le 18. Est-ce que les Français connaissent un numéro pour justement appeler s'ils sont témoins de ce genre de situation ? Mais quand c'est le Paris-Lille qui est direct, qui vous appelait hier, ou vendredi, qui il aurait fallu appeler ? Mais le 31-17, si et jamais... on peut arrêter les trains. Dans ces conditions, on arrêterait les trains. Évidemment, il y a un lien direct qui se fait entre celui qui reçoit l'appel, la mobilisation des forces de police. Ça n'est pas le remède miracle. Ça n'est pas la réponse. Il n'y a pas de remède miracle. Il n'y en a pas, et ça n'est pas la réponse unique du gouvernement. La réponse, c'est ce que nous avons mis en place. 30 000 fonctionnaires sur le terrain. Oui, mais monsieur Vidalies, pardon de vous dire, les miracles ne peuvent pas se reproduire
reproduire tout le temps. Il y a des risques qu'un événement prenne une plus grande ampleur. Justement, je vous prévenir. réponds que ce niveau-là, bien sûr, prévenir. Mais celui qui viendrait pour dire aujourd'hui, nous avons toutes les réponses, non. Ce que, je pense, les citoyens peuvent nous demander, c'est de faire tous les efforts. Et le gouvernement le fait. Alors, vous avez parlé des Espagnols. Presque toutes les gares de grandes lignes sont maintenant contrôlées depuis 2004, l'attentat terrible qu'ils ont connu. Et puis, d'autre part, il y a l'Eurostar. Les contrôles sont stricts. Je sais bien qu'il n'y a pas Schengen, là, parce qu'il y a un problème de frontières. Mais comment on peut accepter qu'il y ait des contrôles sur l'Eurostar et pas pour les TGV qui vont à Marseille, à Toulouse, etc. Comment accepter longtemps encore deux systèmes ? D'abord parce que Schengen, vous avez fait la question et la réponse. En réalité, Schengen, il y a des contrôles parce que justement, l'Eurostar, parce qu'on sort de Schengen. Et donc c'est comme si vous franchissez une frontière. Donc c'est quelque chose de très particulier. Et les Espagnols ont mis en place ce système uniquement sur quelques lignes TGV. Il n'y a aucun pays aujourd'hui en Europe qui a un système de contrôle préalable dans le transport. Par exemple, Gazani, là, il se dit SDF. Il voyage d'Espagne en Belgique, en Allemagne, en Autriche, sans doute en France, librement, sans ressources, sans papier, sans complice. Comment imaginer cela ? Sans ressources, sans papier, je n'en sais rien, je n'ai pas toutes ces informations, mais il est rentré, la seule chose que l'on sait aujourd'hui, c'est qu'il est rentré dans l'espace Schengen, c'est-à-dire en Europe, par l'Espagne depuis 2006. Donc il y a une faiblesse de l'Espagne à ce moment-là. Et le type à l'intérieur peut circuler. Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il faudra renforcer, M. Vidalis, Schengen aux frontières nationales ? Pas remettre en cause Schengen, mais le renforcer pour plus de sécurité. Ben, le problème de Schengen, c'est soit vous acceptez qu'il y a un espace avec un contrôle aux frontières de cet espace, soit vous recréez des frontières nationales. Ça paraît souvent une solution de facilité. Imaginez un instant que ce soit la France seule qui ait à protéger ses frontières, c'est pas un Calais qu'on aurait, c'est des dizaines de Calais avec des gens qui voudraient venir ici. Donc je crois que la construction de Schengen, probablement, elle peut être améliorée. Bernard Cazeneuve y travaille, mais c'est aujourd'hui la construction européenne en matière de sécurité. Est-ce que vous dites, Alain Vidalis, que les États européens ne devront pas être chez eux impuissants face à la guerre multiforme qui leur est livrée aujourd'hui par le terrorisme ? Écoutez, les États européens et la France en premier lieu, mais les autres pays aussi, ils sont dans cette situation de vigilance, de combat. Ils le savent, on sait ce qui se passe, on connaît l'origine, mais il ne faut pas baisser les bras. Et quand on dit le gouvernement a aujourd'hui comme principale priorité la sécurité des Français, mais qu'on appelle aussi à la vigilance citoyenne. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est l'esprit du 11 janvier. Ça veut dire qu'il faut qu'on résiste. Mais qu'on résiste pas simplement le gouvernement, pas simplement l'État. On le fait. Nous devons être tous des héros. Alors nous devons tous être des héros. Nous devons surtout tous être des citoyens libres dans une république dont la devise est liberté, égalité, fraternité. Dans les trains internationaux, est-ce qu'il faut armer les contrôleurs ? Dans les trains internationaux. Il y a déjà 3000, mais est-ce qu'il faut les armer, les entraîner ? D'abord, il y a déjà des patrouilles armées qui circulent dans ces trains. Nous sommes en train de faire un travail, ça aussi c'est très concret depuis quelques jours, on ne peut pas annoncer de résultats, avec les gouvernements belges et des Pays-Bas pour essayer d'améliorer la situation, mais sur les Thalys. Mais ça ne règle pas toute la question du ferroviaire, évidemment. Ouais, on est parti pour un long travail. Vous êtes un fervent d'une démocratie sociale, ça je lis souvent, vous avez la compétence. Est-ce qu'il est vrai que vous refusez d'être ministre du Travail ? Je pense que d'abord, c'est une question qui appartient uniquement au président de la République et au Premier ministre. Si on vous proposait le poste, vous ne diriez pas non alors, si je comprends. Mais j'essaye d'être cohérent, c'est-à-dire que je ne peux pas à la fois dire que cette question appartient uniquement au président de la République et qu'il n'y a que lui et le Premier ministre qui peuvent me la poser, et puis vous répondre ce matin. Oui, le ministre du Travail, il paye les pots cassés par Bercy, par le MEDEF et par les syndicats. Il devient vite le bouc émissaire du chômage. Est-ce que les vrais ministres du Travail, si vous me permettez, ils sont ceux qui d'abord relancent l'économie et l'emploi, c'est-à-dire qu'ils sont ceux qui sont à Bercy, non ? Il y a quelque chose de vrai dans votre question, c'est que c'est pas le ministre du Travail qui est responsable tout seul de la politique économique du gouvernement, mais en même temps, il n'y a qu'une seule politique économique du gouvernement, c'est donc une équipe. Et quant à la question de la démocratie sociale, peut-être qu'effectivement, il y a des tensions, il y a des difficultés, mais je crois beaucoup à ce qu'on puisse avancer par le dialogue à l'intérieur de l'entreprise, à l'intérieur des branches. Manuel Valls, surtout le président de la République, vous en écoutez ce matin. Dernière remarque. À Calais, 2 bateaux ferry sont occupés par 600 salariés depuis un mois.
on peut se demander si c'est admissible. C'est MyFairlink, un vieux conflit. La coopérative a échoué. Eurotunnel n'en veut plus. Est-ce que c'est l'État qui va casquer là encore ? C'est certainement pas l'État qui va casquer. C'est aujourd'hui une négociation avec un repreneur, avec Eurotunnel. Et mon objectif depuis le début, c'est de sauver un maximum d'emplois. Mais vous demandez la liberté du travail, là ? Bien sûr, je demande que les bateaux soient libérés et qu'en contrepartie, on puisse sauver un maximum d'emplois. Bonne journée, vous allez à l'Élysée là pour les décorations des Américains. Les Français, ce sera plus tard, c'est ça ? Les héros et les 2 Français, ce sera plus tard. Et on garde les bonnes habitudes avant les rendez-vous importants. On passe par Europe 1 face à Jean-Pierre Elkabbach qu'on retrouve demain à 8h20. À demain, Jean-Pierre. Merci, avec plaisir.